Après le webinaire par courriel dans les prochains jours la présentation, l'enregistrement du webinaire et également un lien vers un sondage d'appréciation. Donc, vous devriez recevoir ça dans les prochains jours. Puis, on vous invite à répondre au sondage. Votre rétroaction, vos commentaires sont très importants pour nous aussi pour adapter notre offre de webinaire dans les prochains mois. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes deux collègues, Marianne Maltais-Guilbeault, qui sera notre conférencière aujourd'hui. Marianne est chez Recyc Québec depuis 10 ans maintenant, donc depuis 2012. Elle travaille dans des dossiers qui touchent matière organique, réduction du gaspillage alimentaire et l'économie circulaire dans le secteur bioalimentaire. Donc, c'est Marianne qui nous présentera les faits saillants de l'étude ce matin. Et on est appuyé aussi de notre collègue Geneviève Dussault, qui est au sein de Recyc Québec depuis 2014 et qui se spécialise aussi dans les dossiers de gestion des matières organiques et réduction du gaspillage alimentaire. Donc, je prends quelques secondes pour souligner, les deux ont travaillé très, très fort dans le cadre de cette étude-là qui a débuté avant la pandémie et qui s'est déroulée pendant. Donc, ça nous a apporté certains défis pour aller de réalisation pour obtenir toutes les données dont on avait besoin. Donc, je souligne leur travail exceptionnel dans ce dossier-là. On est très content d'arriver avec ces faits saillants-là, ce premier portrait québécois-là. Donc, peut-être un petit ordre du jour du webinaire de ce matin. Je vais faire une brève mise en contexte. Comme je le disais, Marianne va nous présenter les faits saillants de l'étude. On aura une période de questions également avant le mot de la fin. Tout ça devrait se terminer avant 11 heures, pour 11 heures au maximum. Donc, peut-être mise en contexte, je me lance. Ça fait déjà depuis 2019 qu'on souhaite réaliser un portrait québécois des pertes et du gaspillage alimentaire au Québec. Recyc Québec est actif dans la lutte au gaspillage alimentaire depuis déjà quelques années. On avait lancé autour de 2014 un premier appel de proposition pour soutenir des projets concrets qui visaient la réduction du gaspillage alimentaire. Et dans nos travaux, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un portrait québécois. Donc, il y a eu, il y a quelques années, un portrait canadien qui a été fait, qui a permis de mesurer l'ampleur du phénomène à l'échelle canadienne. Mais on voulait vraiment avoir une mesure québécoise pour identifier c'était quoi l'état de situation au Québec, c'était quoi aussi l'impact des initiatives qui sont déjà en place sur le terrain, parce qu'il y en a plusieurs. Et aussi nous permettre d'identifier pour la suite, c'était quoi les secteurs ou les interventions qui pourraient être priorisées de notre côté pour accélérer la lutte au gaspillage alimentaire et par le fait même aussi avoir un impact sur la lutte contre les changements climatiques. Donc, vraiment, nécessité d'avoir un premier portrait québécois. C'est maintenant fait. Donc, ça fait le tour pour la mise en contexte. Marianne, je te laisse lancer donc la présentation des faits saillants. Marianne en a pour à peu près 25-30 minutes et je vous rappelle qu'on aura une période de questions à la fin. Si vous avez des questions en cours de route, je vous invite à les poser dans l'onglet questions et réponses, puis on pourra y répondre à la fin. Marianne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour faire un survol des faits saillants de l'étude de quantification. Tout d'abord, cette étude-là nous a permis d'asseoir une définition du gaspillage alimentaire. Une définition là, qui va ainsi, c'est vraiment la partie comestible des aliments qui est destinée à la consommation humaine, qui est considérée comme du gaspillage alimentaire lorsqu'elle est détournée, dégradée, perdue ou jetée, et ce, à n'importe quelle étape du système bioalimentaire. Et par système bioalimentaire, on ajoute la précision que ça inclut aussi la récupération et la redistribution alimentaire et de même que le consommateur. Pour ce qui est maintenant d'un portrait global du système, alors vous voyez à droite une quantité
de 7,5 millions de tonnes d'aliments qui entrent dans le système bioalimentaire. Donc, c'est la quantité qui est nécessaire pour pouvoir nourrir l'ensemble des personnes sur l'ensemble du territoire québécois pendant une période d'1 an. Donc, la portée de l'étude comprenait vraiment tous les aliments et boissons, à l'exception de l'alcool, qui sont consommés au Québec. Donc, ça comprend la production locale, ça comprend aussi les importations pour la consommation domestique, mais ça ne comprend pas ce qui est exporté hors province. Donc, par exemple, une clémentine qui est importée du Maroc pour être consommée à Montréal est incluse dans la portée de l'étude, mais du porc qui est produit au Québec pour être exporté au Japon ne l'est pas. Alors, ici, juste pour vous mettre le contexte, donc 7,5 millions de tonnes d'aliments. Donc, 4,4 millions de tonnes sont consommées, donc c'est vraiment la partie qui est mangée, et il reste 3,1 millions de tonnes qui sont des résidus alimentaires. Pour les résidus alimentaires, on les décline en 2 catégories, puis c'est bien expliqué à travers l'étude. C'est vraiment, on l'a distingué à travers l'ensemble de cette étude, à l'ensemble du rapport, la partie qui correspond aux aliments comestibles perdus ou gaspillés, ce qu'on considère comme du gaspillage alimentaire là, par rapport à la définition qu'on a vue précédemment. Et 1,9 million qui concerne les parties non comestibles associées. Alors, on peut penser aux coquilles, aux os, aux noyaux, aux plures non comestibles aussi, pour voir un petit peu la répartition de tout ça. Maintenant, quand on regarde le 1,2 million de tonnes par rapport à la quantité totale d'intrants alimentaires dans le système, on s'aperçoit que c'est 16% des aliments qui entrent dans le système bioalimentaire qui sont perdus ou gaspillés. Si on regarde le même 1,2 million, mais par rapport à seulement la partie comestible des aliments, donc si on retire le 1,9 million de parties non comestibles, à ce moment-là, de l'équation, à ce moment-là, c'est 21% d'aliments qui sont perdus ou gaspillés par rapport aux aliments, à la partie comestible des aliments seulement. On a donc beaucoup de quantités qui sont visées. Et maintenant, si on regarde comment ça se répartit à travers le système bioalimentaire, on s'aperçoit que des aliments comestibles sont perdus ou gaspillés à toutes les étapes du système bioalimentaire. C'est vraiment le constat de l'étude, c'est qu'il y en a partout, que tout le monde est concerné. C'est autant le consommateur que le reste du système bioalimentaire. En fait, tout le monde a son rôle à jouer, puis tout le monde est gagnant d'agir par rapport à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Un autre constat qu'on a fait par rapport à ces résultats, c'est que les organisations qui sont directement en lien avec les consommateurs, donc le secteur, les services alimentaires du secteur HRI, le commerce de détail, les ménages, bien sûr aussi, l'ensemble de ces organisations-là représentent 55% des aliments qui sont perdus ou gaspillés. Donc, c'est quelque chose qui se compare assez bien là, à ce qu'on voit à l'échelle internationale. Donc, ici, pas de surprise majeure. Du côté du 5% d'hôtellerie, dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, institution, ça peut sembler peu, mais il faut considérer que lorsque les aliments vont passer par l'étape de production, transformation, fabrication et ensuite la distribution. Ils arrivent et doivent choisir un canal de vente, soit par les services alimentaires du secteur HRI ou soit par le commerce de détail pour atteindre le consommateur final. Dans le cadre de l'étude, on a considéré que 88% des aliments étaient acheminés via le commerce de détail pour atteindre les ménages, alors que c'est seulement 12% des quantités d'aliments qui étaient acheminés dans les canaux de services alimentaires du secteur HRI. Alors, c'est pour ça que, parce qu'il y avait moins de quantités il y a moins de quantités qui transitent par le secteur HRI que sur l'ensemble du portrait, on a l'impression d'en avoir une moins grande quantité, mais c'est vraiment à cause de cette séparation-là sur les canaux de vente ou de distribution.
Maintenant, si on regarde le portrait de l'empreinte carbone des aliments à travers le système bioalimentaire québécois, on voit que pour un système bioalimentaire, encore une fois, avec la portée de l'étude, donc par rapport aux aliments qui sont consommés au Québec, peu importe où ils sont produits, on a une empreinte totale d'environ 20 millions de tonnes équivalent CO2. Et ce n'est pas tous les secteurs qui vont avoir une part équivalente là, à travers, par rapport à cette empreinte-là. On voit que c'est vraiment le secteur de la production qui remporte la part du lion, donc à 67 des émissions qui sont émises lors de la production des aliments. Puis ensuite à 20 lors de la transformation, la fabrication. Donc, d'agir le plus en amont possible pour prévenir les émissions liées à la production ou à la transformation, fabrication, c'est vraiment ce qui est le plus souhaitable. Je voulais aussi mentionner que les émissions qui sont liées au transport, le transport des aliments et aussi par rapport aux destinations finales des résidus alimentaires, ça ne représente qu'une proportion relativement faible du total des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'ensemble, mais c'est surtout que ces émissions-là ont été calculées, ont été prises en compte et sont intégrées à chacune des étapes du système bioalimentaire. Par exemple, entre la production et la transformation, le transport qui a lieu a été pris en compte et intégré à l'étape de transformation-fabrication. Et pour chacune des étapes du système bioalimentaire, là où il y a des résidus alimentaires qui sont générés, que ce soit des aliments perdus ou gaspillés, ou que ce soit les parties non comestibles associées pour les destinations finales, que ce soit envoyé en alimentation animale ou au compostage, par exemple. C'est les destinations et les émissions de gaz à effet de serre associées à ces destinations-là sont intégrées aussi à chacune des étapes là, pour qu'on ait cette représentation-là pour avoir un portrait global selon les étapes du système bioalimentaire. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on prend, par exemple, nos quantités de résidus alimentaires, donc la partie d'aliments comestibles perdus ou gaspillés et la partie des aliments non comestibles, en fait, les parties non comestibles qui sont associées à ces aliments, on voit qu'on a un total de 7,9 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui sont liées à la partie qu'on ne mange pas finalement par rapport aux intrants alimentaires. De ces 7,9 millions de tonnes, c'est 3,6 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont liées aux aliments comestibles perdus ou gaspillés. Alors, ici, toutes ces émissions-là, on parle vraiment plus d'une empreinte carbone des aliments. C'est des émissions qui n'ont pas, qui n'ont pas nécessairement lieu au Québec, par exemple, lorsque les aliments sont importés, la production a lieu ailleurs. Mais ce sont des quantités qui sont liées aux aliments qui sont consommés au Québec. Alors, c'est assez intéressant d'avoir ce portrait-là et aussi de voir que c'est 18 des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à notre système bioalimentaire québécois qui sont liés aux aliments perdus ou gaspillés. Donc, le 3,6 millions qui est sur le 20 millions de tonnes du système alimentaire complet. Donc, on parle de 18 des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ce n'est pas tous les aliments qui ont la même intensité en gaz à effet de serre. Ça varie selon les catégories. Alors, on a fait l'exercice de comparer les quantités par catégorie d'aliments comestibles perdus ou gaspillés, donc vraiment en se concentrant sur ce qu'on pourrait qualifier de gaspillage alimentaire, et puis de comparer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ces différentes catégories. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que les fruits et légumes sont davantage perdus ou gaspillés, avec 45 de l'ensemble du tonnage qui est perdu ou gaspillé. Mais
les fruits et légumes ne représentent que 15% des émissions de gaz à effet de serre liées aux aliments perdus ou gaspillés. À l'inverse, une catégorie comme la viande et la volaille, qui ne représente que 13% des quantités, va représenter, elle, et puis c'est sans surprise pour la viande et la volaille que l'impact est plus grand, c'est 59% des émissions de gaz à effet de serre des aliments comestibles perdus ou gaspillés qui sont causés par les pertes et gaspillages de viande et volaille. Donc, on a un outil ici qui nous permet vraiment de bien voir l'impact des quantités par rapport au gaz à effet de serre et ensuite d'orienter la réflexion par rapport, est-ce qu'on préfère miser sur une réduction des quantités pour par exemple, détourner de l'élimination ou est-ce qu'on préfère agir dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre. Donc, tout ça, ça sert d'intrant à cette réflexion. C'était des éléments qui étaient dans l'objectif de la conduite de cette étude. On a également regardé les destinations, la répartition des destinations pour nos aliments perdus et gaspillés, mais aussi pour les parties non comestibles pour voir s'il y avait des différences. Et quand même, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'il y a des différences importantes dans la gestion des résidus alimentaires selon s'il s'agit de parties non comestibles ou s'il s'agit d'aliments comestibles qui sont soit en surplus. Ici, on a inclus aussi les aliments en surplus, donc ce n'est pas du gaspillage alimentaire, mais dans le cadre de notre étude, on voulait aussi l'évaluer. C'est les aliments en surplus qui sont redistribués pour l'alimentation humaine, par exemple, on considère évidemment que ce n'est pas du gaspillage alimentaire. Et la part qui constitue les aliments perdus ou gaspillés. Donc, ce qu'on peut voir dans la partie pour les parties non comestibles, c'est qu'on a 29% qui est destiné à l'élimination et 41% qui s'en va en réemploi. Alors que pour les aliments qui sont soit en surplus, perdus ou gaspillés, c'est 49%, donc 20 points de pourcentage plus élevé que pour les parties non comestibles, donc 49% qui s'en va à l'élimination. Et le réemploi représente seulement 16% par rapport à 41% pour les parties non comestibles. Alors, on a vraiment des différences assez importantes selon le type de résidus alimentaires. Ce qu'on en conclut, c'est que, en fait, et puis ça, je ne vous apprendrai rien. Personne ne prévoit perdre ou gaspiller des aliments. Il n'y a personne qui, dans son modèle d'affaires, prévoit une partie de gaspillage alimentaire, donc du gaspillage alimentaire ou des pertes qui se traduisent par des pertes économiques, des pertes en énergie, des pertes de temps aussi par rapport, par exemple, à la main-d'œuvre. Donc, c'est non planifié, c'est non prévu lorsqu'il s'agit d'aliments comestibles perdus ou gaspillés. Les options de gestion pour les aliments comestibles sont aussi moins bien établies en raison de leur caractère inattendu. Donc, le fait que ce soit non prévu, contrairement aux parties non comestibles pour lesquelles on s'attend à faire une gestion. On sait que nos bananes ont toujours une plure, on sait que nos œufs ont toujours une coquille. Donc, ça, c'est pris en compte dans les modèles d'opération, alors que les pertes arrivent de façon plus inattendue. La gestion est plus réactive, ce qui fait en sorte que souvent, mais la voie de la facilité va être privilégiée, comme on peut le voir avec les quantités qui s'en vont à l'élimination, alors qu'à l'élimination, il n'y a aucun tri nécessaire, il n'y a pas besoin de maintenir de chaîne de froid, par exemple. Donc, c'est ce qui expliquerait la différence entre les deux. Alors ici, on a encore là certaines pistes pour pouvoir ajouter à la réflexion. Maintenant, si on regarde pour ce qui est de la hiérarchie des 3 R, vous êtes probablement familier avec la hiérarchie des 3 R pour les matières recyclables. On l'a adapté par rapport aux aliments, donc par rapport au système bioalimentaire, pour être plus représentatif là, de la réalité du système bioalimentaire. Et ce qu'on constate d'emblée, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours pour
soit donner une deuxième vie aux aliments ou pour les détourner de l'élimination, maintenir les nutriments et les ressources alimentaires en circulation le plus possible. Alors, si on regarde notre hiérarchie des 3 R, évidemment, ce qu'on veut privilégier davantage, c'est la réduction à la source, donc de réduire les surplus, de réduire le gaspillage aussi généré par diverses façons, évidemment, lorsque c'est possible de faire de la prévention. Par la suite, le réemploi est décliné en 3. Et puis ici, on s'inspire de ce qui a été fait aux États-Unis avec la hiérarchie du EPA. C'est le réemploi pour nourrir des gens d'abord, donc d'utiliser nos surplus alimentaires et nos résidus alimentaires pour les surplus, bien sûr, tels quels ou transformés pour être redistribués, par exemple, à travers des banques alimentaires ou pour nourrir des gens directement. Alors qu'on peut utiliser soit encore des surplus ou des résidus alimentaires pour intégrer dans des processus de transformation et les transformer en nouveaux produits à valeur ajoutée pour le secteur alimentaire. Par exemple, on pourrait penser à des jus qui utilisent des fruits et légumes déclassés. Donc, ici, on utilise des surplus. On pourrait penser aussi à l'utilisation de résidus alimentaires, par exemple des noyaux de dattes torréfiés pour créer un substitut de café. Alors, ici, on aurait l'utilisation d'un résidu alimentaire pour créer une boisson qui va être réintégrée dans les circuits pour l'alimentation humaine. Donc, le réemploi pour nourrir des gens. On a également le réemploi pour nourrir des animaux. Donc, ici, c'est de détourner des résidus alimentaires ou des surplus, par exemple, qui seraient impropres à la consommation vers l'alimentation animale. Et puis, à ce moment-là, éviter d'utiliser des matières neuves, si on peut dire, pour l'alimentation animale. Il y a la troisième déclinaison du réemploi, c'est le supra-recyclage, qui est la traduction du upcycling. Donc, le supra-recyclage ici qu'on dédie seulement à la production de produits à valeur ajoutée non alimentaire. Donc, puisqu'on a la distinction avec nourrir des gens, nourrir des animaux, le supra-recyclage vient se décline vraiment pour la production pour les produits à valeur ajoutée, mais qui sont non alimentaires. Par exemple, on voit de plus en plus des textiles innovants qui utilisent des résidus alimentaires comme du cuir de pomme ou du textile d'ananas. Donc, ce serait une forme de réemploi qu'on pourrait dire du supra-recyclage. Le recyclage, lui, c'est tout ce qui est le retour de la matière organique au sol avec soit par épandage direct, soit avec un pré-traitement par compostage ou biométhanisation, où le compost et le digestat de la biométhanisation est retourné au sol pour que la matière organique soit maintenue dans les sols. Et évidemment, ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est l'élimination sous toutes ses formes. Avec ce qu'on vous a présenté, c'est sans surprise qu'on a vraiment mis de l'avant l'importance d'agir en amont. Donc, c'est une des conclusions principales du rapport, c'est que plus on agit en amont, plus on agit en prévention, plus on a de gains à tous les niveaux, à la fois des gains environnementaux, des gains économiques et des gains sociaux. Alors, le respect de la hiérarchie des 3 R, c'est ce qui permettrait la plus grande réduction d'émissions de gaz à effet de serre et l'optimisation des ressources dans une perspective d'économie circulaire. Donc, la hiérarchie, de la façon qu'elle est présentée, est tout à fait cohérente avec une approche d'économie circulaire où on veut vraiment optimiser les ressources en circulation, les maintenir pour l'alimentation humaine en priorité. Maintenant, l'action en amont se décline en différentes stratégies, des stratégies qui sont applicables au sein des ménages. Par exemple, au sein des ménages, ça se décline en 3, donc de mieux planifier les achats pour essayer d'éviter, par exemple, les achats en trop ou bien les achats spontanés où finalement on finit par gaspiller de la nourriture, de bien conserver les aliments,
par exemple, de bien savoir utiliser les différentes parties du frigo, de savoir quel aliment peut être sur le comptoir, les aliments qui restent au frigo, la congélation également, et de maximiser l'utilisation des aliments, donc d'en faire plus avec nos aliments pour réduire le gaspillage à la maison. Ce sont les 3 messages clés d'ailleurs de la campagne J'aime manger, pas gaspiller, qui est une campagne pour laquelle Recyc Québec est partenaire et c'est une campagne internationale qui est déployée entre autres à l'échelle canadienne. Et puis, pour laquelle vous allez pouvoir en entendre parler davantage là, plus tard cet automne. Et les stratégies d'action en amont s'appliquent aussi au sein des entreprises. Donc, un des constats qu'on a fait lors de l'étude, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui ne mesurent pas les pertes et le gaspillage. Donc, par exemple, il y avait des gens qui répondaient à notre sondage et puis après, qui tentaient de se valider. On a eu aussi des entrevues, puis ils voulaient voir est-ce qu'on est dans la moyenne ou est-ce que ça ressemble à ce que d'autres organisations ont fait ou ont répondu, parce qu'en fait, les organisations ne se mesurent pas nécessairement, donc c'était vraiment plus basé sur de l'intuition où les données n'étaient pas mesurées. Alors, la recommandation principale qui sortait du rapport pour pouvoir avoir une réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, c'était de mettre en place des programmes d'amélioration continue qui sont basés sur des données mesurées. Alors, comme on dit, ce qui est mesuré est géré. What gets measured gets managed. Alors, d'avoir des données mesurées comme base est vraiment la solution. En fait, pas la solution, mais vraiment une base solide pour pouvoir aller de l'avant avec la réduction des pertes et du gaspillage. Ces données-là, dans le cadre d'un programme d'amélioration continue, vont vraiment servir à optimiser à la fois les opérations pour la réduction à la source, donc la priorité de la hiérarchie des 3 R, puis favoriser le don de surplus d'aliments comestibles. Pour que ça soit maintenu directement dans les circuits pour l'alimentation humaine. Et même, ça pourrait permettre de découvrir des nouvelles opportunités pour créer des produits alimentaires à partir d'aliments perdus ou gaspillés ou des parties non comestibles. Donc, ça pourrait aussi servir de base pour stimuler l'innovation. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de beaux projets qui sont en cours ou à venir. Par exemple, on vient de terminer l'appel de proposition visant la lutte au gaspillage alimentaire chez Recyc Québec. Il y a énormément de beaux projets qui ont été déposés. On voit aussi des projets extraordinaires dans le cadre du Fonds d'économie circulaire avec Fonds d'action. Il y a plusieurs initiatives et puis ces temps-ci, c'est vraiment en ébullition, là, je vous dirais, partout au Québec, des initiatives autant privées que publiques qui visent le secteur bioalimentaire, par exemple des projets de synergie territoriale, des projets comme un outil pour mettre en relation les entreprises qui vont avoir des surplus ou des aliments perdus ou gaspillés qui vont pouvoir servir d'intrant à une autre. Donc, une plateforme créée par le CETAC pour pouvoir faire un maillage entre les différentes entreprises, favoriser leur utilisation. Et puis, on a aussi plusieurs municipalités qui amorcent un dialogue par rapport à la réduction du gaspillage alimentaire avec leurs citoyens. Donc, toutes les étapes de la chaîne du système bioalimentaire qui sont déjà à pied d'œuvre pour travailler sur cet enjeu-là qui prend de plus en plus de place dans l'espace médiatique, notamment en raison de son lien avec les changements climatiques, mais aussi parce que dans le contexte, vous savez, assez inflationniste actuel, de réduire les pertes et gaspillages alimentaires est vraiment très intéressant du point de vue économique, évidemment.
Maintenant, si on compare les résultats de l'étude par rapport à ce qu'on avait observé à l'échelle canadienne, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Donc, la situation au Québec est assez comparable à celle du Canada. Au Québec, c'est 16% de la quantité de 7,5 millions de tonnes d'aliments entrant dans le système bioalimentaire qui sont perdus ou gaspillés, alors qu'on est à 18% des intrants alimentaires qui représente 61 millions de tonnes à l'échelle canadienne. Alors, on est 16-18%, on est dans les mêmes ordres de grandeur. C'est vraiment, vraiment très comparable. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation. On va maintenant être prêt à passer à la période de questions. Merci beaucoup, Marianne, pour ce tour des faits saillants de l'étude de quantification des pertes et du gaspillage alimentaire au Québec. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser dans l'onglet questions et réponses. Je vous laisse peut-être 1-2 minutes pour poser vos questions. Marianne, juste avant, parce que tu parlais beaucoup, tu as parlé de notre appel de proposition pour le gaspillage alimentaire dont la date de tombée était la semaine dernière. Et vraiment, on a vu tout l'engouement, là. Donc, on a presque une soixantaine de projets qui ont été déposés, beaucoup d'engouement. Je voulais juste aviser les gens aussi, si vous avez un intérêt, on a un autre programme qui est encore ouvert actuellement qui vise les matières organiques des entreprises, donc des industries, commerces et institutions, des projets aussi qui touchent, exemple, détourner les produits vers l'alimentation animale ou récupérer, recycler ces matières organiques-là pour les détourner de l'élimination. C'est des projets qui pourraient cadrer dans ce programme-là. L'information est disponible sur notre site Internet. On a des dates de dépôt, donc c'est un programme. Les projets ne sont pas comparés entre eux, contrairement à un appel de proposition. Par contre, on a des dates de dépôt pour se simplifier un peu la vie. Donc, on évalue les projets à des moments ciblés. Donc, sachez qu'on a une date la semaine prochaine, le 30 juin, avant 15 heures. Et la prochaine qui suit est le 14 octobre avant 15 heures. Donc, je me permets de le mentionner. Tu as parlé des entreprises. Donc, sachez qu'il y a du soutien financier qui est encore disponible si vous avez des projets. Puis, si vous n'êtes pas trop sûr, écrivez-nous aussi. Ça nous fera plaisir de vous diriger dans les différentes options de financement qui sont disponibles de notre côté. Geneviève, est-ce qu'on avait des questions pour Marianne? Oui. Une première question, Marianne, qui concerne le volet des GES. Pour ce qui est du secteur de la production, on a présenté le 67 là, que le secteur de la production contribue en termes d'émissions de GES. Qu'est-ce qui génère le plus de CO2 dans le secteur de la production? Dans le secteur de la production, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le Québec, on était à 67 mais il y avait une revue de littérature qui avait été faite à l'échelle internationale où on était à 71 Donc, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Et puis, ce qui était observé, justement, c'était le changement d'usage des terres, l'utilisation d'engrais, qui sont des forts émetteurs qui sont liés à beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et les pratiques agricoles dont particulièrement les élevages de ruminants, dont évidemment les bovins, par exemple, qui, eux, vont générer du méthane qui est beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment la combinaison de tout ça là, qui va être un facteur important au niveau de la production. Autre question qui concerne aussi les GES. Est-ce que dans une optique de réduction de GES, on ne devrait pas miser sur des stratégies de réemploi, mais pour conserver les aliments dans l'alimentation humaine sans transformation plutôt que de les transformer pour après les réacheminer en alimentation humaine? Je dirais que ça peut vraiment faire partie des stratégies, mais que l'essentiel, c'est que les aliments soient conservés pour être consommés. Donc, de maintenir les aliments dans les circuits pour l'alimentation humaine, c'est vraiment
primordial par rapport à est-ce qu'on les transforme, est-ce qu'on ne les transforme pas. Il y a certaines denrées qui, sans transformation, ne pourraient pas être utilisées. Alors, c'est pour ça que la transformation devient un atout. L'impact de la transformation va devenir, si on veut, un investissement pour garder les aliments dans les bons circuits, donc pour les maintenir en alimentation humaine, alors que sinon, ils pourraient être détournés ou perdus ou gaspillés. Autre question. Avec toutes les initiatives publiques et privées en gaspillage alimentaire, est-ce qu'il y aurait un risque qu'elles rentrent à un moment donné en conflit et que ça devienne difficile à gérer? Je dirais comme l'ampleur de la situation, comme on l'a vu, il y a vraiment beaucoup de tonnage lié aux aliments perdus ou gaspillés. Puis avant qu'on commence à avoir des conflits sur les approvisionnements pour différents projets qui voudraient réduire le gaspillage alimentaire, en fait, moi, je serais vraiment contente de voir ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on a encore beaucoup de place pour beaucoup de projets là, avant qu'on en arrive là. Puis Geneviève, si vous me permettez d'ajouter à la réponse de Marianne, il y a quand même de la concertation qui se fait pour assurer une complémentarité dans les interventions, notamment à l'échelle gouvernementale. Recyc Québec travaille de près avec nos collègues du MAPAC et du ministère de l'Environnement aussi. Donc, il y a différentes initiatives qui sont travaillées en collaboration. Il y a des instances aussi de concertation avec l'industrie. Puis nous aussi, dans notre travail, Marianne en parlait, là, donc la campagne J'aime manger, pas gaspiller est un bon exemple de collaboration à l'échelle canadienne où on est peut-être un petit peu moins qu'une dizaine de partenaires. Là. Il y a des entreprises, il y a des municipalités. Donc, on met nos efforts en commun pour aller déployer davantage cette campagne-là qui a fait ses preuves et aussi d'éviter de chacun développer une campagne. Donc, il y a quand même de la concertation qui se fait. Puis ça nous permet de mettre en commun nos ressources, puis surtout utiliser les forces de chacun, donc les réseaux de chacun aussi. Donc, ça, je pense que c'est bien intéressant. Puis, je me permets juste de mentionner, Geneviève, avant ta prochaine question, il y avait une question, des gens demandaient s'il y avait une liste à jour de tous les projets en cours par région. Le MAPAC, notamment, a diffusé en mars 2022 un portrait des initiatives qui favorisent la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Donc, sachez que si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans le chat, je pense, parce que je ne suis pas capable de le mettre dans les réponses, mais c'est disponible dans notre site Internet. Là, si vous allez à la page d'accueil, notre publication en lien avec l'étude de quantification, le lien était tout au bas également. Je te laisse poursuivre avec les questions, Geneviève. Oui, merci. Je viens de publier là, dans les questions-réponses le lien là, vers le portrait des initiatives, donc vous devriez y avoir accès. Et on a une autre question très générale. A-t-on une idée des principales raisons du gaspillage? Je pense que notre étude dresse un bon portrait de ces raisons-là, mais Marianne, je te laisse aller. Mais en fait, les raisons avaient été beaucoup évoquées dans d'autres études du même genre, par exemple, par rapport à l'étude canadienne. Alors, on ne s'est pas concentré spécifiquement là-dessus. Par contre, on a quand même pu avoir un bon survol des principales raisons. Puis, ça varie énormément selon à quelle étape du secteur bioalimentaire on est situé. Donc, disons, à l'étape de la production bioalimentaire, dans les champs, ça peut être à cause il peut y avoir des pertes qui sont hors de notre contrôle, par exemple, à cause du climat, de la température. Mais il peut y avoir aussi des aliments qui sont laissés au champ par manque de main-d'œuvre ou parce que ça ne répond pas. On sait déjà que ça ne va pas répondre aux attentes des acheteurs. Donc, plutôt que de cueillir l'aliment en question, on va le laisser au champ. Alors, il peut y avoir vraiment différentes spécifications comme ça. Par exemple, par rapport à la distribution, il y avait l'exemple
des sacs de farine qui sont souvent en papier carton, là, en genre de papier brun épais, qui vont trouer alors qu'il va y avoir des pertes parce que c'est l'emballage qui ne va pas permettre de conserver l'aliment comme il faut à travers les étapes de transport de distribution qui, à ce moment-là, va causer des pertes. Donc, il peut y avoir vraiment différents facteurs. Dans des usines de transformation, fabrication, je me rappelle de l'exemple c'était des équipements qui, par exemple, roulaient juste un peu trop vite et puis ça lançait un aliment qui ne tombait pas à la bonne place, finalement, qui tombait sur le sol au lieu de tomber dans un endroit où il allait être récupéré, là, un genre de bac. Et puis, ça faisait en sorte qu'il y avait un aliment à chaque minute qui était perdu, puis c'était l'ensemble, en fait, la somme de tous ces aliments-là qui allait constituer des pertes et du gaspillage qui semblaient mineurs, mais que sur l'ensemble des quarts de travail, puis à longueur d'année, ça faisait quand même des quantités impressionnantes. Donc, c'est à travers l'ensemble du système. Dans le secteur HRI, ça peut être ce qui est difficile, c'est la prévisibilité des commandes par rapport à la clientèle. Il y a aussi donc, ça, il peut y avoir des ajustements de ce côté-là. Il pourrait y avoir aussi les assiettes, les portions. Par exemple, des fois, les assiettes sont très grandes. Des assiettes plus petites pourraient avoir des quantités de nourriture qui seraient jetées en moins grande proportion, par exemple. Donc, il existe aussi différentes solutions qui sont parfois assez simples. L'exemple de la grandeur d'assiette, ça avait été testé dans le cadre de buffets, par exemple, où les gens se servent, puis lorsque l'assiette est remplie, ils vont arrêter d'en rajouter, tandis que mais plus l'assiette est grande, plus les gens vont en mettre dans leur propre assiette. Donc, ça peut être vraiment des causes très variées qui sont chacune très spécifiques aux différents secteurs. Autre question qui n'est pas en lien nécessairement avec l'étude, mais par rapport au programme de soutien que Recyc Québec élabore, est-ce qu'on considère aussi des plus petits projets qui pourraient être très importants à l'échelle de plus petites communautés, mais qui pourraient détourner, par exemple, moins de quantité de matière de résidus alimentaires ou faire une réduction moins importante de GES? Est-ce qu'ils sont aussi considérés dans nos programmes? Oui, à moins que Sophie, tu veuilles y aller, je vais te Oui, je peux laisser faire. peut-être compléter ou Mais oui, effectivement. Oui, vas-y, Marianne, en premier. c'est ça, dans le cadre, par exemple, de la PGA, on demande d'évaluer la quantité d'aliments qui sont maintenus dans les circuits pour l'alimentation humaine, mais c'était un des critères parmi plusieurs. Donc, ça laisse la place. Puis c'est ça aussi l'intention, c'est d'avoir des projets porteurs, mais des projets qui peuvent être à différentes échelles. Donc, les petits projets n'étaient pas mis de côté d'emblée, là, loin de là. Puis j'ajouterais aussi, on a travaillé à développer des partenariats pour compléter aussi notre offre de financement. Marianne en a parlé du fonds en économie circulaire avec Fonds d'Action où la Ville de Montréal aussi est partenaire avec nous. C'est notamment pour appuyer des entreprises qui sont en démarrage et post-démarrage, qui ne sont pas nécessairement à l'étape de projet, mais qui ont un modèle d'affaires circulaire, notamment dans le secteur agroalimentaire. On a la ferme Tournevent qui a été appuyée. Donc, ça, c'est une solution différente qu'on offre où le fonds peut investir dans l'entreprise. Puis Recyc Québec, nous, on appuie avec une subvention pour le fonctionnement de l'entreprise. Puis pour les projets de plus petite envergure ou de communauté, on travaille notamment avec La Ruche. On a lancé le fonds Moins C+, il y a déjà 1 an, où on allie finalement le financement participatif et des subventions de Recyc Québec pour appuyer des projets. Donc, on pourra peut-être vous mettre le lien aussi dans la section questions-réponses, mais justement, on développe des partenariats pour compléter notre offre de financement pour être sûr qu'on a des options pour les petits, les grands projets, des entreprises qui ont des projets matures ou d'autres qui sont en démarrage également.
Question, avez-vous remarqué une différence sur le gaspillage alimentaire entre les régions? Le portrait se voulait vraiment à l'échelle du Québec et puis on a fait la répartition qui a été faite était vraiment par rapport aux régions administratives nécessiterait d'être creusée davantage parce que là, ça a été vraiment une répartition des quantités par rapport au prorata de la population. Donc, on n'avait pas assez de on n'avait pas assez de données pour être capable de dire dans cette région-là, il faut s'attarder plus, cette région-là, ça va bien sur cet aspect-là, on pourrait s'attarder sur tel autre aspect. Donc, nos données ne sont pas assez granulaires pour être capable d'aller chercher des données spécifiques par région. Par contre, c'est sûr qu'on connaît quand même nos régions agroalimentaires principales au Québec. Donc, c'est probablement là que ça vaut le plus la peine de cibler nos énergies. Il y a quelqu'un qui nous fait le commentaire qu'elle a appris que la peau de kiwi était mangeable et que cette personne a testé la peau de kiwi et que c'est particulier, mais on s'habitue. Puis, elle faisait justement le commentaire que ça serait intéressant d'avoir des initiatives qui nous permettent d'explorer, dans le fond, des nouvelles parties des aliments qu'on n'est peut-être pas nécessairement habitué à manger. Puis, elle demandait c'était quoi notre avis là-dessus. En fait, dans la campagne J'aime manger, pas gaspiller, on a tout un volet. Comme je vous disais, il y a 3 volets, planifier, mieux planifier, bien conserver et maximiser les aliments. Puis dans maximiser les aliments, c'est entre autres d'apprendre à utiliser des parties qu'on n'utilise peut-être pas d'emblée. Pour les fleurs de kiwi, j'en prends note, là, mais sinon, on peut penser par exemple aux tiges des fines herbes qui vont avoir le même goût que les feuilles. Donc, on peut incorporer, par exemple, dans un pesto sans problème ou, par exemple, au pied de brocoli qui, une fois qu'on enlève la plure, ben pas la plure, mais en fait l'extérieur qui est très coriace, à l'intérieur, c'est très tendre et très sucré, je vous le recommande. Et puis, de maximiser de cette façon-là nos aliments, mais ça fait, notre brocoli nous a coûté le même prix qu'on utilise seulement la couronne ou la couronne et le pied. Donc, on va plus loin avec nos aliments, on maximise, on les maximise, puis on maximise aussi notre portefeuille. Donc, tout à fait, c'est une des stratégies qui fait partie de la campagne J'aime manger, pas gaspiller. Et autre question, on sait qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre actuellement. Donc, la question, c'est comment suggérez-vous d'optimiser la gestion et le suivi du gaspillage qui demande aussi des ressources alors que les entreprises ont déjà des enjeux au niveau de la main-d'œuvre? Donc, c'est une question. C'est une question large et je ne suis pas sûre qu'on va trouver la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Marianne? Non, ça, c'est certain que c'est pas ce matin qu'on va régler la pénurie de main-d'œuvre. Par contre, j'entendais à la rencontre des partenaires de la politique bioalimentaire, le ministre Christian Dubé, qui parlait justement de programmes par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Il expliquait que contrairement à ce qu'on a vu dans le passé où les programmes favorisaient la création d'emplois, là, le ministère, en fait, les différents ministères qui offrent des programmes, par exemple, pour la transformation numérique des entreprises, pour aller chercher des équipements d'automatisation, les programmes visent plus nécessairement la création de main-d'œuvre. Donc, on peut obtenir du financement pour mettre en place de l'automatisation qui va même maintenir le même niveau d'emploi ou réduire le nombre d'employés disponibles. Et donc, il y a des subventions liées à ça. Puis, il y a aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un retour sur investissement de réduire le gaspillage alimentaire. Ce qu'on observe au niveau des entreprises, il y a eu une étude internationale qui a été faite auprès, je pense, c'était 1200 ou 1300 sites d'entreprises à travers l'ensemble du secteur bioalimentaire pour voir, pour chaque dollar investi, combien on a de retour sur investissement sur une période de 3 ans. Puis ce qu'on observait,
c'est un retour sur investissement de 14 $ pour chaque dollar investi dans la réduction en fait, la réduction et réemploi du gaspillage, des pertes et gaspillages alimentaires. Donc, il y a, on a des subventions disponibles d'un côté, on a aussi des retours sur investissement super intéressants lorsqu'on mise sur la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. On a une dernière question. Sophie, je vais te l'adresser, celle-là. Est-ce qu'il y a un règlement ou une loi qui est à l'étude qui ferait en sorte que la gestion des matières organiques serait gérée dans le futur par les MRC? Merci, Geneviève. Puis juste avant, je vais en profiter. On nous soufflait dans le question-réponse, Marianne, que c'était M. Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon, et non Christian Dubé qui est à la santé. C'est en effet très plus probable. Mais il y a un lien, réduire le gaspillage alimentaire, bien s'alimenter, il y a un lien avec la santé, c'est bien correct. Je voulais juste en profiter pour le mentionner. Donc, en termes, au niveau de la gestion de la matière organique, ce qui a déjà été annoncé par le gouvernement en 2020, c'est la stratégie de valorisation de la matière organique, où on a des objectifs très, très clairs que l'ensemble des municipalités desservent leurs citoyens au niveau de la collecte des matières organiques, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, c'est les objectifs qui sont fixés, là, c'est que la desserte de collecte dans le secteur municipal, mais aussi que les entreprises aient accès à un service de collecte pour les matières organiques ou qu'ils les gèrent sur place. Là. On ne veut pas empêcher les façons de faire actuelles qui permettent déjà d'éviter du transport, que ça soit complété pour 2025. Donc, il est prévu que ça se concrétise via des obligations réglementaires en 2025 pour que, si ce n'est pas fait, il y ait un levier d'action possible. Puis pour le moment, il n'y a pas de notion de ça devrait être géré par qui, là, peut-être juste le mentionner. C'est sûr que la desserte citoyenne se fait par les municipalités. Donc, ça peut impliquer des contrats ou des services avec l'entreprise privée, mais se fait par les municipalités. Au niveau de la desserte des entreprises, je pense que les deux modèles coexistent, à la fois la collecte municipale, les services municipaux, les services privés. On voit apparaître aussi de nouveaux modèles, notamment dans les projets qu'on a appuyés. Il y a une mutuelle qui s'organise, qui s'appelle Virtuo. Donc, je pense qu'il y a de la place pour les deux modèles au niveau de la desserte des entreprises. Donc, c'est pas mal ça au niveau des obligations qui seraient peut-être à venir au niveau de la gestion des matières organiques. Là. Si ça ne vous dit rien, la stratégie de valorisation de la matière organique, je vous invite encore dans notre site Internet, là, sous municipalités et entreprises, on a des pages dédiées aussi qui vous expliquent c'est quoi les objectifs, c'est quand les obligations aussi, selon si vous êtes une municipalité ou une entreprise notamment. Donc, je pense que ça faisait le tour pour nos questions. On aurait pu, bien évidemment, je pense, en parler pendant des heures, partager des trucs aussi. J'avoue que moi aussi, le brocoli, le pied de brocoli, j'ai découvert que c'était excellent, surtout vapeur. Donc, je vous invite, Marianne l'a mentionné, la campagne J'aime manger, pas gaspiller est toujours disponible individuellement ou parlez-en autour de vous. Il y a vraiment une foule de trucs et de conseils sur ce site-là qui est disponible en français puis en anglais si vous ne savez pas quoi faire avec vos aliments ou comment les conserver. Vraiment, c'est une mine d'informations. Marianne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais juste mentionner que Recyc Québec, on a l'application Ça va où? Et puis, dans l'application Ça va où, on a une section sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, vous revenez de l'épicerie, vous ne savez pas exactement où ranger un aliment ou qu'est-ce qui serait la conservation optimale ou même si est-ce que ça se congèle. Donc, pour vraiment plusieurs, c'est principalement des fruits et légumes. On a certains autres items également. On peut voir dans une recherche très simple, là, quelles sont les meilleures pratiques de conservation, même des idées pour le cuisiner, est-ce que ça se congèle, tout ça, pour vraiment optimiser la conservation des aliments. Merci, Marianne, pour cette ressource-là additionnelle. Donc, merci à tous d'avoir été là pour le webinaire d'aujourd'hui où on vous présentait les faits saillants de notre premier portrait québécois sur les
de quantification sur les pertes et le gaspillage alimentaire au Québec. Un grand merci à Marianne et à Geneviève pour votre présentation, la modération aujourd'hui du webinaire. Donc, on vous remercie d'avoir participé au webinaire. On vous rappelle aussi, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, mais je le rappelle, vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel avec la présentation, le lien vers l'enregistrement vidéo du webinaire et aussi un lien vers un sondage d'appréciation. Donc, on vous invite à le remplir, ce sondage-là. Votre rétroaction est très importante pour nous pour s'adapter. Puis même, je pense qu'on pose une question sur des prochains sujets qui vous intéresseraient de notre côté. Donc, pour le moment, on prend une petite pause estivale bien méritée, comme c'est le cas, je suis sûre, chacun de votre côté, au niveau des rendez-vous Recycle Québec, mais on prépare la planification de nos webinaires à l'automne, donc n'hésitez pas à nous suggérer des sujets qui vous intéresseraient. Surveillez notre site Internet, nos médias sociaux aussi pour nos prochains webinaires qui devraient avoir lieu à partir de septembre. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée puis un bel été aussi à tous ceux qui commencent prochainement leurs vacances. Merci. Merci. Merci, au revoir.